Dernière voie possible pour éliminer l'ammoniac, qui est l'ammoniogénèse. Alors l'ammoniogénèse est une voie, comme je vous l'ai dit, qui est exclusivement rénale et qui est une voie qui est activée, contrairement à ce qui se passait pour le cycle de l'urée, qui est activée ici par l'acidose. Et donc elle va consommer des ions H+, et donc elle va permettre de lutter contre l'acidose. Et donc ça se passe comment? Vous vous souvenez que dans le foie, vous irez revoir que dans le foie, il y avait deux compartiments. C'était un organe qui n'était pas homogène, et il y avait une partie de l'ammoniac qui passait directement dans les hépatocytes périveineux et qui récupérer cet ammoniac libre, parce qu'il y avait une forte affinité au niveau de ces hépatocytes pour l'ammoniac libre, et cet ammoniac libre, il était transformé via une glutamine synthétase en glutamine. Et cette glutamine, eh bien, elle reprenait la circulation et elle partait vers le rein. Et là, on est dans le rein, et donc cette glutamine va être transformée, transforme donc cette voie, elle transforme la glutamine en ammonium, et donc va permettre du coup la libération d'un ion H+ de cette façon-là. Et vous savez que l'ammonium, c'est NH3 plus H+, qui donne NH4+. Et donc cette voie métabolique, elle est composée de 2 étapes. La première étape, eh bien, elle est catalysée par une enzyme qui est une glutaminase phosphate dépendante, qui est activable par les ions H+, et donc glutamine plus de l'eau, c'est une hydrolyse, va donner du glutamate et libération de cette molécule d'ammonium. Et l'étape 2, c'est la glutamate déshydrogénase que vous connaissez déjà, qui transforme ce glutamate en alpha-cétoglutarate et NH4+. Et de cette manière-là, vous vous débarrassez d'ions H+, et donc vous luttez d'une certaine manière contre l'acidose. Donc j'ai fini avec toutes ces voies métaboliques qui nous permettaient de nous débarrasser de l'ammoniac, et on va avoir un tout petit bout sur les transports de ces molécules azotées dans l'organisme. Et le transport, eh bien, il y a 3 niveaux de transport dans l'organisme. Il y a un niveau au niveau de l'absorption des acides aminés, sous forme d'acides aminés libres, ou sous forme, je vous l'ai dit, pour certains de di ou de tripeptides. Et donc la première étape, c'est au niveau des cellules épithéliales. Ensuite, vous avez un deuxième niveau d'entrée des acides aminés. Eh bien, c'est l'entrée au niveau de la cellule, à proprement parler. Et puis, il y a un 3e niveau d'entrée avec des transporteurs qui vont être spécifiques pour certaines molécules. Et un 3e niveau d'entrée, c'est au niveau des organites à l'intérieur de la cellule. Et vous allez voir que je vais vous donner 2 exemples. Je vais vous donner un exemple d'entrée au niveau des cellules épithéliales, et je vais vous donner un exemple d'entrée au niveau des organites, donc de transport particulier. On avait vu déjà un niveau d'entrée au niveau des organites, puisqu'on a vu dans le cycle de l'urée lui-même, il y avait des transporteurs qui permettaient de faire sortir l'aspartate et rentrer le glutamate, et un autre transporteur qui permettait de faire sortir la citrulline et entrer l'ornithine au niveau de la membrane mitochondriale. Eh bien ici, je vais vous donner 2 autres exemples, et je vais prendre un seul acide aminé. Je vais prendre en particulier la cystine. La cystine, son entrée au niveau de la cellule épithéliale, et son entrée au niveau d'un organite particulier qui sera le lysosome. Et le fait qu'on ait 2 transporteurs spécifiques pour l'entrée à 2 niveaux différents de cette molécule, de cet acide aminé, va conduire à 2 maladies différentes, complètement différentes, et qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, même si ça touche à même acide aminé. Alors, je vais commencer par le premier niveau de transport, qui est le niveau épithélial. Et pour cela, je vais vous montrer qu'au niveau des cellules épithéliales, eh bien, il y a deux transporteurs. Un qui se trouve au niveau de la membrane luminale, donc en relation directe avec l'intestin, et l'autre qui se trouve au bout de la cellule, de l'autre côté de la cellule, au niveau basolatéral. Vous connaissez bien ça, puisque vous avez vu ça en biologie cellulaire. Vous connaissez bien ce type de transporteur à un des niveaux de la cellule et à l'autre niveau de la cellule. Eh bien alors, pour la cystine, eh bien, il existe un transporteur
particulier qui est le même que le transporteur des acides aminés dibasiques. C'est-à-dire que la cystine utilise le même transporteur que les acides aminés dibasiques pour rentrer dans la cellule et le même transporteur pour sortir de la cellule. Et donc, selon que ce transporteur-là va être, soit celui-là va être bloqué, soit celui-là va être bloqué, vous n'aurez pas le même type de maladie. Lorsque vous bloquez ce transporteur, le premier, celui qui se trouve au niveau de la membrane luminale, qu'est-ce qui se passe? La cystine ne peut pas rentrer. La cystine ne peut pas rentrer et clairement, vous allez avoir ce qu'on va appeler comme maladie une cystinurie. La cystine ne rentre pas, mais vous allez me dire, les autres acides aminés dibasiques ne rentrent pas non plus. Effectivement, ils ne rentrent pas non plus. Si ce n'est que les acides aminés dibasiques, ils ont la particularité de pouvoir rentrer sous forme de dipeptides, lysine-glycine. Et donc, ils rentrent librement sous cette forme-là. Et s'ils rentrent librement sous cette forme-là, eh bien, ils ne sont pas touchés, je dirais, par... ils vont être dégradés à l'intérieur de la cellule et libérer de la lysine. Et comme ce transporteur-là fonctionne, vous n'aurez pas de déficit de transport de protéines, d'acides aminés dibasiques. Par contre, lorsque vous allez avoir un déficit qui va se trouver situé à cet endroit-là, ça rentre correctement, les acides aminés dibasiques rentrent, la cystine rentre correctement, mais ce qui ne rentre pas ici, eh bien, et c'est ce qui va être le plus dramatique, ce qui ne rentre plus ici, ce qui ne ressort plus, si je puis dire ici, eh bien, ce sont les acides aminés dibasiques qui vont donc être incapables d'être absorbés par l'organisme. Et ça va entraîner une maladie qu'on appelle l'intolérance aux protéines dibasiques, associée évidemment à une accumulation en cystine. La cystine ne rentrera pas puisqu'elle utilise ces deux mêmes transporteurs, mais la maladie qui va finalement masquer, dans ce cas de figure, la cystinurie, c'est l'intolérance aux protéines dibasiques parce que c'est une maladie extrêmement grave et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous avez compris quels étaient les pourquoi. Dans un cas, on a une maladie et dans l'autre cas, on a une autre maladie. Alors, si je commence par le déficit en transporteur des acides aminés basiques de la cystine qui est situé sur la membrane luminale, je vous ai dit que ça conduisait à la maladie dont je vous ai parlé, qui est donc la cystinurie. La cystine n'est pas absorbée. Mais elle n'est pas absorbée et le problème, c'est qu'elle n'est pas réabsorbée non plus au niveau des tubules rénales. Qu'elle ne soit pas absorbée, je vais vous dire, ce n'est pas dramatique. Pourquoi ce n'est pas dramatique? Parce que la cystine n'est pas un acide aminé essentiel. La cystine, on peut la fabriquer à partir de la méthionine. Donc dans votre organisme, il n'y aura pas de déficit, si je puis dire en tant que tel, de déficit en cystine. La cystine sera toujours synthétisée à partir de la méthionine, mais on va avoir un problème au vu de la réabsorption des tubules rénaux. Elle ne va pas être réabsorbée. Et comme elle ne va pas être réabsorbée, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va s'accumuler au niveau de l'urine. Et si elle s'accumule au niveau de l'urine, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, vous vous souvenez de ces histoires de pHI l'an dernier? Eh bien, le pHI de la cystine est très proche du pH de l'urine. Et comme il est très proche du pH de l'urine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une très mauvaise solubilité à ce moment-là. Et comme il y a une très mauvaise solubilité, eh bien, ça s'accumule et ça précipite. Et ça va conduire à ce qu'on va appeler des lithiases, c'est-à-dire des calculs de cystine au niveau des reins, des tubules rénaux. Ok, donc voilà ce que je vous ai raconté, c'est à peu près ça. Hein. Donc c'est une maladie génétique qui se transmet sur le mode autosomique récessif, qui est donc qui sont la conséquence d'un trouble de réabsorption rénale tubulaire et trouble de l'absorption intestinale des acides aminés, de ces acides aminés, et en particulier ici de la cystine, puisque je vous ai dit dans ce cas de figure, quand j'ai un blocage au niveau du transporteur qui est situé sur la membrane luminale, eh bien comme les dibasiques rentrent sous forme de dipeptides, il n'y a pas de conséquences avec ce déficit de transporteur, de transport, mais le seul souci ici, c'est que vous avez des lithiases rénales. Et donc, il n'y a pas de déficit sanguin et tissulaire, vous avez bien compris pourquoi, parce que ce n'est pas un acide aminé essentiel, et donc, à partir de la méthionine, je peux le fabriquer. Donc, il n'y a pas une carence en cystine chez ces patients. Alors pour diagnostiquer ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une chromatographie des acides aminés sanguins. Alors dans le sang, on ne voit rien parce que, je vous dis, il n'y a pas de déficit en tant que tel. Hein, pour la bonne raison, c'est que je peux fabriquer ma cystine. Par contre, dans les urines, qu'est-ce que je vois? Je vois une augmentation très importante de cystine et je vois aussi dans les urines un déficit, une accumulation des acides aminés libres comme l'ornithine, la lysine et l'arginine. Alors que dans le sang, tout était normal puisqu'ils sont absorbés normalement, ces dibasiques. Par contre, dans les urines, je vais les retrouver.
Alors, un signe d'appel pour un diagnostic de cystinurie, eh bien, le signe d'appel, ça va être des lithiases urinaires et c'est par ce biais-là que ces patients vont arriver pour être diagnostiqués. Le traitement, vous pouvez l'imaginer, hein, c'est un régime, toujours la même chose pour les maladies métaboliques, hein, qui sont maladies métaboliques surtout liées aux acides aminés. Eh bien, c'est un régime contrôlé. On ne peut pas dire qu'on supprime ici toutes les protéines, mais il va être contrôlé en protéines. Il va falloir donner à boire de façon importante, intense à vos patients et généralement, ce qu'on essaie de leur faire boire, c'est des eaux alcalines comme l'eau de Vichy. Pourquoi? Parce que vous allez augmenter, alors il faut en boire beaucoup, hein, pour avoir une incidence sur le pH de l'urine et vous allez tout doucement déplacer le pH de l'urine en donnant à boire beaucoup d'eau alcaline, déplacer le pH de l'urine à quelque chose de plus basique et vous éloigner, si je puis dire, du pHI de la cystine et du coup la cystine est un tout petit peu plus soluble. Ce n'est pas d'une grande efficacité malgré tout. Et donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Eh bien, on a des traitements par des chélateurs. C'est une molécule qui possède une fonction SH, comme la cystine. Et vous allez former des ponts disulfures entre la cystéine et... Vous vous souvenez que la cystine, c'est deux molécules de cystéine accrochées entre elles par des ponts disulfures. Eh bien, vous allez former un autre type de disulfure, un disulfure chélateur d'épénicillamine cystéine, qui sera beaucoup plus soluble dans les urines que ne l'était la molécule de cystine. Et d'une certaine manière, vous allez éviter l'accumulation de cystine et vous allez éviter les calculs chez ces patients-là. Alors évidemment, une cystinurie comme ça, eh bien, le traitement, il se fait à vie. Il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est un traitement qui existe et finalement, quand ils sont bien traités, c'est des patients qui se portent plutôt très bien. Alors l'autre déficit, c'est le déficit de l'autre transporteur qui se trouvait sur la membrane basolatérale. Et là, c'est beaucoup plus dramatique. Pourquoi? Parce que les dibasiques, cette fois-ci, comme la cystine, mais les dibasiques ne rentrent pas. Et les dibasiques qui ne rentrent pas, c'est lesquels? C'est la lysine, c'est l'arginine et c'est l'ornithine. Mais celui qui est le plus dramatique, c'est la lysine. Pourquoi? Parce que la lysine fait partie des acides aminés essentiels. Et donc, si vous avez un déficit d'absorption de la lysine, vous vous rendez compte de la difficulté pour ces patients-là. Ils ont un déficit en lysine. S'ils ont un déficit en lysine, tout ce qui va dériver de la lysine, dont le principal, la synthèse des protéines, eh ben, va pas se faire correctement. Ils vont vraiment avoir des carences en protéines endogènes. Et là, vous avez des donc, carences en acides aminés indispensables. Ça va entraîner des retards de croissance qui vont être très importants. Et ce sont des patients, des enfants, en règle générale, ça va se déclarer assez rapidement, qui vont plutôt mal avec des déficits secondaires du cycle de l'urée. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit en acides aminés basiques, hein, comme l'ornithine et l'arginine, et donc vous avez un cycle de l'urée qui va nettement moins bien fonctionner, et dans ce cas de figure, vous allez retrouver aussi des hyperammoniémies. Et donc, comme signe d'appel pour un déficit en protéines dibasiques, eh bien, un signe d'appel, ça pourrait être effectivement la concentration en ammoniac, pas exclusivement, vous recherchez évidemment en premier lieu un déficit du cycle de l'urée, mais pas toujours, vous pouvez aussi rechercher un déficit comme celui-là, une intolérance aux protéines dibasiques. Alors, le diagnostic, eh bien, je vous dis signe d'appel, ça va être une ammoniémie élevée. Hein. Et puis, dans la chromatographie des acides aminés sanguins, qu'est-ce que vous allez voir? Le marqueur de l'ammoniémie, hein, c'est-à-dire la glutamine. Mais cette fois-ci, vous allez avoir un effondrement des trois acides aminés basiques qui sont la lysine, celui-là qui est essentiel, l'ornithine et l'arginine. Et dans les urines, vous allez avoir quoi? Le contraire, puisqu'ils ne vont pas être non plus réabsorbés. Vous allez voir la cystine, puisqu'elle aussi participe, elle utilise le même transporteur pour entrer dans la cellule qui va être augmentée, mais vous allez voir surtout de l'ornithine, et c'est surtout la lysine associée avec une lysine effondrée dans le plasma qui va vous permettre de faire le diagnostic, et ensuite évidemment vous pourrez aller à la biologie moléculaire, mais qui prendra plus de temps pour confirmer ce diagnostic. Alors, le traitement pour ces patients-là, eh bien, c'est une restriction sévère
clairement sévère de l'apport en protéines naturelles, puisque de toute façon, ça passe pas, la lysine ne va pas passer. Et malheureusement, ce sont des enfants qui ont un retard de croissance, un retard de développement. Enfin, c'est vraiment une maladie, là, cette fois-ci, autant la cystinurie n'est pas une maladie dramatique, autant celle-ci est une maladie dramatique. Alors, autre niveau de transport, eh bien, c'est au niveau des organites. Hein. Et au niveau des organites, je vous donne un exemple pour un transporteur qui touche le même acide aminé qu'est la cystine. Mais cette fois-ci, on est à l'intérieur de la cellule et on est au niveau du lysosome. Le lysosome, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le lysosome, comme ça, entre parenthèses, hein, on peut vulgairement l'appeler poubelle de la cellule. C'est-à-dire que va se produire dans cet organite la dégradation des peptides, des dipeptides, des protéines. Et donc, vous allez libérer dans cette cellule des acides aminés. Et vous allez, à un moment donné, évidemment, lors de la dégradation de certaines protéines, vous allez libérer de la cystine. Et la cystine, il faut qu'elle sorte de cet organite. Et elle sort via un transporteur spécifique. Et ce transporteur spécifique, il s'appelle la cystinosine. Et donc, dans la situation normale, eh bien, le transporteur fonctionne. Et dans la situation où vous avez un déficit de ce transporteur, eh bien, la cystine va s'accumuler à l'intérieur de cet organite. Et c'est exactement le même problème que ce qu'on a vu dans les urines. La cystine, elle est très peu soluble, c'est un acide aminé. Je parle bien de cystine, je parle du disulfure, parce que la cystéine en tant que telle, on la retrouve que très rarement. On est dans une situation oxydante, et donc très rapidement, la cystéine se couple avec une autre molécule de cystéine, et je parle de cystine. Et c'est cette cystine qui utilise ce transporteur et qui n'est pas capable de sortir de la cellule, puisque lui, il est perturbé. Donc cette cystine va s'accumuler et comme je vous ai dit, même histoire que dans les tubules rénaux, elle n'est pas soluble et donc elle s'accumule et elle précipite. Et donc, vous allez former des cristaux, mais dans toutes les cellules de l'organisme. Et donc, ça va entraîner quoi, ces cristaux dans tout l'organisme? Ça va vous détruire vos cellules. Et les premiers organes qui sont atteints, et c'est souvent comme ça que le diagnostic va se faire, eh bien, c'est l'œil et le rein. Et souvent, les signes d'appel, eh bien, c'est une tubulopathie importante. Et donc, quand il y a des tubulopathies importantes, on va demander rapidement à ce qu'on le recherche. Et je pense que je vous ai mis une image quelque part. Ben non, j'ai pas mis l'image, c'est dommage. Et lorsqu'on le va rechercher chez ces patients avec une lampe particulière qu'on appelle la lampe à fente dans leur œil, on va trouver vraiment des cristaux de cystine qui s'accumulent. Et ça se fait très, très précocement. Hein, dès 6 mois, quelquefois, on a effectivement déjà ces cristaux de cystine et les reins sont déjà abîmés. On voit déjà ces cristaux qui s'accumulent au niveau de ces deux organes. Et donc, ça va être le signe d'appel pour faire le diagnostic. Alors, ce que je vous ai raconté, tout ça est là. Et comment on va traiter ces patients? Eh bien, comme tout à l'heure pour la cystinurie, c'est pas la même molécule, mais c'est le même principe. On va utiliser un chélateur de la cystine. Et ces chélateurs de la cystine ici, c'est la cystéamine. C'est une molécule qui a la particularité d'avoir, comme la dépénicillamine dans la cystinurie, une fonction SH libre. Elle va former des ponts disulfure avec la molécule par compétition de cystine pour former un disulfure mixte cystéine-cystéamine. Et ce disulfure, il aura la particularité, quand on regarde sa structure, il ressemble assez étrangement à la lysine finalement. Et donc il va utiliser pour sortir de la cellule non plus la cystinosine qui était le transporteur spécifique de la cystine, mais il va utiliser un autre transporteur qui est le transporteur de la lysine. Et de cette manière-là, on va dépléter les cellules de cystine dans ces organites, dans les lysosomes, pardon. Et évidemment, vous pouvez imaginer qu'un traitement comme celui-là, c'est un traitement à vie. Alors aujourd'hui, ils ont une espérance de vie qui a sacrément augmenté depuis qu'on a ce traitement particulier. Moi, j'ai commencé
j'ose pas vous dire, mais il y a un certain nombre d'années. Et quand j'ai commencé, eh bien finalement, on commençait tout doucement le diagnostic. Alors toutes ces maladies-là, elles sont diagnostiquées depuis pas si longtemps que ça. Ah, je dirais que globalement, vous allez voir que la première, c'est pour ça que je vais vous donner cet exemple dans la voie métabolique des acides aminés aromatiques, la première description de maladie héréditaire du métabolisme, elle date du début du siècle dernier. Je crois que c'était 1902, quelque chose comme ça. Et c'était la première fois qu'on mettait en évidence une maladie métabolique et une voie métabolique. Enfin, une maladie et une voie métabolique. Et ici, pour la cystinosine, je dirais qu'il y a, pour la cystinose, je dirais qu'il y a une quarantaine d'années qu'on connaît cette maladie-là. Et il y a une quarantaine d'années, les patients qui étaient atteints, leur espérance de vie, elle était relativement courte. En plus de ça, ils avaient des reins complètement cassés, donc ils étaient obligés de passer par la dialyse, puis par une transplantation. Et donc tout ça, c'était des maladies extrêmement lourdes. Aujourd'hui, avec ce traitement, on a des patients qui ont des taux de cystine, quand on mesure en permanence, on contrôle leur taux de cystine, qui sont plutôt corrects et qui, sur le plan clinique, se trouvent plutôt bien et qui retardent de façon très importante leur entrée en dialyse et évidemment, à un moment donné, leur transplantation. Ok, écoutez, je crois que je vous ai tout raconté à propos des généralités concernant le métabolisme de l'azote. Et maintenant, on va rentrer, et là je vais avoir besoin de vous parce qu'on ne peut pas passer les deux présentations l'une à la suite des autres. Et donc, on va recommencer, il faut arrêter, je pense. Et donc, on va remettre la deuxième présentation.